Il est 16h45, bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand dossier. C'est ce qu'on appelle un gros poisson. Mehdi Laribi, l'un des chefs présumés de la DZ Mafia, a été arrêté en Algérie il y a quelques jours. Est-ce un coup dur pour l'organisation qui contrôle le trafic de drogue, notamment à Marseille? On verra que le réseau de la DZ Mafia est tentaculaire, s'étend désormais dans une dizaine de départements français avec une capacité de recrutement redoutable. DZ Mafia, l'arrestation décisive. C'est votre grand dossier ce soir. Mehdi Laribi, c'est vrai, on peut le considérer comme l'inspirateur des DZ Mafia. Il a effectivement été impliqué dans une affaire d'assassinat. Il n'avait pris que 10 ans parce que lui, il s'était contenté, entre guillemets, de transporter les cadavres dans une voiture. Et lui, sortant de prison, il a pris du galon et il est devenu un élément fort du narcotrafic à Marseille. Il va contrôler la cité La Paternelle et puis voilà. Après, il va être plus ou moins marginalisé par la DZ et il va partir en Algérie. Mais il ne reste pas en Algérie, il navigue. Et je vous présente les invités qui vont m'accompagner ce soir. Bonjour Michel Auboin, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien préfet, vous êtes l'auteur de l'ouvrage 40 ans dans les cités d'une enfance en HLM au ministère de l'Intérieur. Fabrice Risoli est avec nous, merci beaucoup d'être là, spécialiste de la grande criminalité. Vous êtes le président de Crime Halt. Jean-Pierre Colombias, merci également d'être autour de ce plateau, ancien commandant de la police judiciaire, auteur de l'ouvrage La face obscure de la police. À vos côtés, maître Florence Rouas, avocate pénaliste, bonjour. Et Guillaume Bier est avec nous, journaliste police-justice, TF1, LCI. Guillaume, d'abord, racontez-nous comment il a été arrêté, cet homme, ce chef présumé de la DZ Mafia. Eh bien, il a été arrêté le 20 juillet dernier, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, arrêté donc en Algérie, en exécution d'un mandat d'arrêt international délivré par la France dans le cadre de cette vaste opération Octopus qui avait été menée en mars dernier. Il s'est vu signifier ce mandat, mais il n'est pas remis aux autorités françaises pour l'instant. Il n'est même pas en détention. Les autorités algériennes l'ont placé sous contrôle judiciaire et il est probable qu'il ne sera pas extradé parce qu'il a la binationalité franco-algérienne et les Algériens n'extradent pas leurs ressortissants. Et on va écouter le patron de la PJ, patron de la police judiciaire, Christian Sainte, qui parle de la DZ Mafia comme de l'organisation la plus dangereuse. On a une organisation qui aujourd'hui est probablement l'organisation la plus dangereuse évidemment pour notre pays. C'est la plus active aussi. Elle est partie de Marseille, vous vous en souvenez, dans une conquête territoriale sur des cités marseillaises face à l'équipe de Yoda, qui finalement a été complètement anéantie par la DZ Mafia qui a emporté le match, j'ai envie de dire, et qui aujourd'hui a monopolisé quasiment l'intégralité de la vente des produits stupéfiants sur la cité phocéenne. Et Brandon Warret nous a rejoint. Merci Brandon d'être là. L'ombre de la DZ Mafia plane dans plusieurs affaires, des dossiers dans lesquels ce groupe criminel marseillais pourrait être impliqué. Effectivement, Céline, avec un premier dossier qui se trouve dans le département du Gard. Nous sommes juste à côté, les Bouches-du-Rhône, puisque dans la nuit du 20 au 21 juillet dernier, à la demande du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, cet homme, Christophe Rivinc, maire d'Alès, 45 000 habitants, 60 ans, est exfiltré en urgence de nuit par les hommes du raid. Quelques jours plus tôt, il parle notamment d'une histoire avec son épouse qui rejoint son domicile. Elle découvre, en arrivant devant sa maison, des tags sur les murs de son habitation avec notamment 3 éléments. 3 éléments dans une boîte aux lettres. Vous voyez, 2 balles de 9 mm avec notamment une lettre qui est adressée en direction du maire d'Alès, signé la DZ Mafia, le groupe criminel marseillais. Alors, le maire mène une politique sécuritaire dans sa ville qui semble gêner les narcotrafiquants, mais lui reste sur sa ligne de conduite. Il a justement répondu à LCI et TF1 il y a quelques jours, pas question de céder aux menaces. Je me dis qu'on a franchi peut-être un pas aujourd'hui dans les menaces. Et donc je pense avant tout à mon épouse qui est traumatisée. Ça va très très loin quand ça touche la sphère privée. Et surtout la famille qui n'a aucune responsabilité. Les intimidations aujourd'hui ne peuvent pas gagner. Quelques jours plus tard, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Voyez ces hommes cagoulés en noir, 6 personnes au total. Une vidéo d'environ 2 minutes qui semble être des hommes appartenant à la DZ Mafia, répondant aux accusations vis-à-vis de ces menaces contre le maire d'Alès. On répond, écoutez justement, nous n'avons rien à voir avec cette histoire.
Il y a quelques jours de cela, un maire a été victime de menaces et d'intimidation, un acte lâche et odieux, fait par des personnes voulant nuire à la société, rabaissant la moralité française, mais surtout en visant le groupe de la DZ. Nous condamnons fermement cet acte de fer et nous sommes en aucun cas responsables de cet acte criminel. Il y a aussi, Brandon, d'autres dossiers dans lesquels la DZ Mafia pourrait être impliquée. Ça concerne, cette fois-ci, des personnalités. Des personnalités célèbres, effectivement. Céline, notamment cet homme. Regardez, le premier rappeur français à atteindre les 10 millions d'albums vendus. C'est le chanteur Jul, marseillais, qui lui aussi a été menacé par la DZ Mafia. Mais c'est allé encore plus loin pour une femme. Nous sommes là 48 heures après le dossier du maire d'Alès. Dans la nuit du 22 au 23 juillet, cette femme, Carla Moreau, star de la télé-réalité, influenceuse. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes à Marseille, devant le domicile de sa maman. Sa voiture a été incendiée. Cette femme a 3 millions d'abonnés sur Instagram. Elle est très visible. On retrouve à côté de son véhicule une lettre avec un téléphone, une lettre signée DZ Mafia. À côté de ce téléphone, il y a notamment une demande de paiement. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille pour tentative d'extorsion. Les investigations sont en cours, menées par la BRB, la brigade de répression du banditisme de Marseille. Merci beaucoup, Brandon. Fabrice Risoli, l'arrestation de Mehdi Laribi porte-t-elle un coup dur à la DZ Mafia ? Un coup dur, oui, et il fallait surtout qu'il soit arrêté pour éviter le sentiment d'impunité. Après, les autres cofondateurs de ce cartel sont déjà en prison. Et on n'a pas vu de pénurie d'approvisionnement de cocaïne sur Marseille et sur le reste de la France. Parce que c'est pas comme ça que ça se joue. Mais enfin, reconnaissons quand même que cette arrestation arrive après 3 enquêtes majeures, notamment qui ont atteint l'infiltration dans l'économie légale, le blanchiment des groupes criminels marseillais. Petit rappel, 1 million d'euros saisis en cash à l'automne 2024. Plus de 2 millions d'euros saisis en cash en 2025 et 55 lingots d'or. Sur 2026, l'enquête Octopus, vraiment, qui est à mon avis une très très belle enquête. On saisit 4 millions d'avoirs criminels de manière générale. Donc il y a vraiment un effort qui est fait sur le patrimoine et ça c'est très intéressant. Encore une fois, on met pas fin au réseau criminel. Oui, c'est un combat qui sera long et on y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard. Pour revenir sur cette arrestation, Jean-Pierre Colombiès, est-ce que ça peut désorganiser ce réseau, cette organisation criminelle ? Je pourrais tenter de tenir un discours positif et enfin je serais tenté de le faire mais je ne le ferai pas. Restez réaliste. Alors on va être réaliste, ça va peut-être pas vous faire plaisir. Il y a 2 choses positives dans ce qui est en train de se passer, c'est que d'abord on a rétabli une forme de dialogue judiciaire avec l'Algérie et c'est tant mieux. Ce qui signifie que diplomatiquement parlant, on arrive probablement à remettre un petit peu, je dirais, le dialogue sur les rails. Maintenant, il faut savoir de quoi on parle et d'élargir la focale. Si on parle vraiment du trafic de stupes dans son ensemble, la DZ Mafia, c'est un phénomène, mais un phénomène qui n'est pas universel, qui n'est pas national, bien que ce soit devenu un label qui étende son influence sur l'ensemble de la région. Mais ce type de fonctionnement n'est pas nouveau en soi, c'est la résultante d'une dynamique qui a commencé il y a des dizaines d'années. Moi, j'ai travaillé dans les années 90, en 94 pour être plus précis, sur le cartel de Cali, qui avait une antenne en France. Et aujourd'hui, quand on voit des reportages qui nous présentent, par exemple, l'utilisation de sous-marins comme étant quelque chose d'extraordinaire, nous savions déjà à l'époque que ces contacts commandaient déjà, je parle en 1994, commander des sous-marins italiens pour acheminer la cocaïne à bord de bateaux, de voiliers dont la destination finale était les côtes ouest de la France. Donc tout ça pour dire que ces gangs criminels, la DZ, Yoda, comme vous voulez, sont à la fois des labels, mais en même temps ce sont des businessmen, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des intermédiaires entre une demande et une offre. L'offre ne se fait pas en France, d'accord ? Le cannabis vient essentiellement du Maroc, d'Afrique du Nord, la cocaïne d'Amérique du Sud, tout le monde le sait, et l'héroïne qui revient en force vient plutôt d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. Bon, il y a une interface commerciale qui s'est établie entre ces groupes criminels
et l'offre qui est proposée. Il faut savoir que l'Amérique du Sud a multiplié par 3 sa production de cocaïne. Mais tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas une forte demande. Donc, si vous voulez axer l'action policière, ou on va dire judiciaire, dans son ensemble, dans sa composante à la fois justice-police, est parfaitement insuffisante, puisqu'il y a une problématique de demande. Escobar le disait lui-même, il dit « Moi, je suis juste un commerçant. J'offre ce qu'on me demande. » Si le cours de la banane était l'équivalent de la cocaïne, il aurait produit des bananes ou d'autres produits agricoles. Donc, si vous voulez, tant qu'on ne comprend pas que l'axe de lutte contre le trafic de stupes n'est pas uniquement le répressif, on n'arrivera strictement à rien. Vous interpellez aujourd'hui un cadre de la DZ. Vous allez peut-être désorganiser la DZ pendant un certain temps, mais croyez-moi que des cadres supérieurs de la direction de l'entreprise DZ, elle est là. Florence Rouas, pour répondre aux questions que les téléspectateurs peuvent peut-être se poser, est-ce que cet homme, il a été interrogé? Est-ce qu'il va l'être? Est-ce qu'un jour il sera jugé? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à répondre à ces questions-là? Alors, vous savez, il y a un principe en droit pénal international qui se dit extrader ou poursuivre. En l'occurrence, manifestement, les autorités françaises ont demandé l'extradition. On n'extrade pas ses ressortissants en Algérie, d'ailleurs comme en France d'ailleurs. Il est de double nationalité, donc il n'est pas extradé. Puis semble-t-il, il a été placé sous contrôle judiciaire, donc probablement qu'ils disent que l'Algérie, les autorités judiciaires algériennes disposent d'un certain nombre d'éléments transmis par les autorités judiciaires françaises, c'est-à-dire les auditions, les commissions rogatoires, les écoutes téléphoniques, etc. Que vont-ils en faire? Est-ce que ils vont le juger? Je suis un peu sceptique, mais peut-être que je me trompe. Et sur la base d'éléments dont il dispose, parce que quand même, il n'a pas été placé en détention. Enfin, c'est quand même intéressant et c'est révélateur. C'est-à-dire qu'il est juste sous contrôle judiciaire. Donc, vous savez, il y a beaucoup, en fait, dans ça, il y a quand même d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. On n'est pas que dans le judiciaire stricto sensu, si vous voulez mon avis. On est aussi, il y a des imbrications politiques. Quelles sont les relations de cet homme et de la DZ Mafia avec le pouvoir politique algérien? C'est quand même, il faut pas être naïf. Donc, je pense que on est dans des considérations qui sont, au-delà du judiciaire auquel nous sommes confrontés de façon courante. Michel Auboin, en étant sous contrôle judiciaire uniquement, en tout cas, pardonnez-moi, est-ce qu'il peut continuer à piloter en fait les opérations, piloter son réseau? Ah oui. Alors d'abord, peut-être il faut redire, c'était dit tout à l'heure, que c'est pas le chef de la DZ Mafia, c'est un des meneurs ou un des fondateurs de la DZ Mafia, mais tout le monde comprend que c'est comme une organisation où il y a sans doute une bonne dizaine de chefs, sachant qu'effectivement, au-dessus d'eux, il y a aussi des donneurs d'ordre qu'on ne connaît pas, parce que là, on est dans la criminalité franco-européenne, mais on a aussi des donneurs d'ordre qui sont sans doute en Amérique du Sud. Donc, tout ça est imbriqué. Alors, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il est on est ravis du fait que la coopération policière entre la France et l'Algérie reprenne. À mon avis, elle n'a jamais totalement disparu. Tous ceux qui ont l'habitude de ce travail le savent. Et qu'enfin un juge algérien ait décidé de son arrestation. Il n'est pas incarcéré. Et même s'il l'était d'ailleurs, rien ne lui interdit de poursuivre son activité délictuelle ou criminelle depuis l'Algérie. Oui. Et le fait qu'il soit pas incarcéré montre quand même qu'on est plus dans un acte symbolique, je crois. Et d'ailleurs, ça m'étonne, même la façon dont les autorités françaises ont rendu compte de cette arrestation. Traduit sans doute un événement plus diplomatique qui est on a renoué avec l'Algérie que en fait le cœur du sujet qui est-ce qu'on a réussi à éradiquer la distribution de drogue dure sur la France, quoi. Ouais. Alors Guillaume, on va aller au mur ensemble pour essayer d'avoir un aperçu de cette DZ Mafia et notamment des têtes de réseau. Il est très difficile évidemment d'avoir des chiffres fiables, de savoir combien il y a de têtes de réseau. Le directeur de la police judiciaire parle de 6 à
à 8 personnes. En tout cas, on peut dire qu'il y a certaines personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle le canal historique. Oui, des clans historiques. On parle là des fondateurs présumés de la DZ Mafia, avec donc Mehdi Laribi, alias surnommé Tic, qui a donc été arrêté le 20 juillet en Algérie. Il est soupçonné d'être donc un des deux fondateurs, avec Walid Barra, qui lui est surnommé Fondu. Ils ont tous des surnoms dans la criminalité organisée, c'est classique. Lui, il a été arrêté en Espagne en avril dernier et il est actuellement détenu en France. Et puis il y a ce qu'on appelle la DZ Mafia, nouvelle génération. Qui sont ces hommes ? Oui, la DZNG, avec notamment 3 leaders présumés. Kamel Mimar, surnommé Scarface, qui lui est toujours en fuite actuellement à l'étranger. Il y a également Madi Zerdoun, surnom La Brute. Lui, il a été condamné l'an dernier à 30 ans de réclusion dans une affaire d'assassinat. Et puis Gabriel Horry, Gabi, condamné à 25 ans de réclusion pour assassinat en avril dernier. Zerdoun et Gabi, eux, sont tous les deux incarcérés en France actuellement. Et puis, est-ce qu'il y en a qui gravitent un petit peu entre les deux ? Oui, il y a aussi d'autres cadres de la DZ, et notamment on peut citer Amin Wallan, surnommé Mamine, qui lui est considéré comme étant haut placé dans cette organisation mafieuse, mais son positionnement entre les deux clans, le clan historique et le clan DZ Nouvelle Génération, n'est pas clairement établi par les enquêteurs. Lui, il est également incarcéré dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, et en avril, il a été acquitté en revanche dans une affaire d'assassinat. Merci beaucoup Guillaume. Jean-Pierre Colombias, il y a les têtes de réseau, mais il y a aussi ce qu'on appelle les petites mains. Le patron de la PJ parle de centaines de soldats. Ce sont ces mots. Quel est le profil de ces hommes-là ? Juste une petite précision pour les extraditions. Je crois savoir qu'il y a une loi de 2021 qui réforme les accords des années 60, justement pour permettre l'extradition de criminels qui seraient partis. Juste une autre anecdote. Moi, j'ai arrêté il y a des années de ça, au début des années 2000, un violeur en série qui s'était évadé de France et qui s'était réfugié en Algérie et qu'on avait fait arrêter par une commission rogatoire internationale en Algérie. Le problème, c'est que je n'ai jamais eu de retour quant à savoir s'il avait été condamné et incarcéré. Et là, il y a une forme d'opacité. C'est vrai que l'Algérie n'est pas le pays qui communique le mieux, même quand les relations diplomatiques sont normales, entre guillemets. Après, comment ça se passe ? Moi, je crois que, vous savez, la DZ Mafia, il faut la voir comme une franchise, comme une entreprise qui donne des franchises. Donc, vous allez avoir des groupes qui vont s'en revendiquer, qui sont plus ou moins liés à elle, mais pas nécessairement. Et parce qu'il y a eu tout à coup un label, comme je disais tout à l'heure, ça fait peur. On parle de DZ Mafia, ça impressionne aussi. D'où l'intérêt peut-être pour ces cadres, entre guillemets, de la DZ, de remettre en cause ces revendications au nom du label DZ Mafia, en disant non, c'est pas de notre fait. Nous, on a nos réseaux. Et ceux-là, ce sont des indépendants, on va dire. Les centaines de personnes qui travaillent, Fabrice Risoli, pour la DZ Mafia, c'est comme des prestataires ? C'est un peu plus compliqué que ça, et je voudrais vous féliciter pour avoir montré la tête de la DZ Mafia sous forme d'équipe. Parce que jusqu'ici, on veut dire 4 personnes, et voilà. Et en fait, vous venez de décrire ce qui est le crime organisé français depuis toujours. Des équipes. Et des équipes à tiroir. C'est-à-dire que parfois, on peut aller sur un business à 2 équipes, et puis parfois, une équipe se détache et va faire un autre business. Il semble y avoir un petit peu plus de cohésion ici, jusqu'à la scission. Donc déjà, on voit la complexité. On a plusieurs équipes avec des gens à l'intérieur. Il y a peut-être des chefs qui se démarquent, etc. Sur le recrutement, vous avez d'abord des personnes qui se revendiquent totalement de la DZ Mafia et avec lesquelles les chefs que vous avez vus là ont donné leur autorité, et depuis quelques années. Vous avez un recrutement sous forme aujourd'hui de prestataires one shot, low cost, de tueurs, etc. Où je vous avoue que ça, c'est quand même une petite nouveauté. Dans mon monde à moi, quand même, on recrutait les gens au café, quelqu'un connaît quelqu'un, et on regardait un peu s'il était capable, etc. Et là, on a quand même un recrutement avec des jeunes qui arrivent de province, qui ne connaissent rien à la situation marseillaise ou du trafic de stupéfiants dans un quartier populaire. Je rappelle que ces jeunes, par exemple, guetteurs, se retrouvent parfois à être endettés et torturés, parce que c'est ça qui attend la jeunesse parfois. Et puis, vous avez des jeunes tueurs qui tuent et puis qui se trompent de cible. Petit rappel quand même, les gangsters ne font pas que s'entretuer entre eux. Il y a ce qu'on appelle des victimes innocentes, Kawatar, Fayette, 10 ans, etc. Et ça donne quand même l'ampleur d'un phénomène qui peut toucher tout le monde, parfois le côté amateurisme avec des armes de guerre, etc.
Et alors après, dans tout ça, comment vous chiffrez ? Je sors d'une recherche européenne sur la criminalité en France. Moi, je me suis occupé de l'Île-de-France. Personne n'est capable de donner un chiffre sur le nombre de réseaux criminels en France. Personne. Aucun magistrat, aucun policier, aucun chercheur, aucun criminologue. Bien inquiétant. Personne. Et pourtant, on fait remonter des informations à Europol qui nous dit il y a tant de... il y a 4000 réseaux criminels, 8000 réseaux criminels en Europe. Donc on a des idées, mais on ne sait pas. Donc il faut vraiment garder cette complicité. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, on manque de recherche. Et puis il faut garder cette souplesse d'équipe qui peut... Voilà. Sur la franchise, il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui se revendiquent de la DZ Mafia. Ce que je ne sais pas aujourd'hui, c'est si finalement c'est toujours accepté par la DZ Mafia, ou s'il y a des gens qui se revendiquent abusivement sans avoir demandé l'autorisation de la DZ Mafia. Laissez-moi dire que normalement dans le milieu du crime organisé, si vous faites ça, il vous arrive des bricoles. Alors on va écouter maintenant le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini. La force de frappe, je pense, de la DZ Mafia, c'est d'être en capacité de recruter. Nous interpellons tous les jours des jeunes garçons sur des points de deal. À peine aussitôt interpellés, de nouveaux arrivent. Et ils arrivent des quatre coins de la France. Michel Auboin, comment sont-ils recrutés, ces Alors, jeunes ? effectivement, on a un vivier considérable de jeunes, puisqu'ils sont tous les mêmes profils d'ailleurs. Tous les quelques dizaines de personnes qu'on connaît à l'intérieur de la DZ Mafia ont tous le même profil. Ils viennent tous de quartier. À l'origine, ils étaient tous de quartier de Marseille. Ils sont pas tous algériens, mais beaucoup sont algériens, d'où l'appellation DZ Mafia. Et ils ont tous arrêté le collège avant le brevet. Celui qui a eu le brevet était le champion de la formation. Ils ont tous arrêté avant. Et ils ont tous commencé très tôt dans la délinquance et le crime. Ce vivier-là, aujourd'hui en France, des jeunes qui sont déscolarisés, qui sont disponibles pour le crime, il est extrêmement important. Moi, je le situe je pars des chiffres éducation nationale et déscolarisés, entre 200 000 ou 300 000. Voilà. Ça donne l'ampleur du sujet. Et donc, parmi eux, il y en a beaucoup qui, effectivement, vivent du chouf, de la vente, du deal, etc., qui gagnent beaucoup d'argent en faisant peu de choses, beaucoup d'argent à leur niveau, évidemment, en faisant peu de choses, très tôt, qui bénéficient d'une certaine protection, puisqu'ils sont mineurs, et souvent même ils sont des grands enfants, parce que jusqu'à 14 ans, 13-14 ans, ils sont quand même très protégés, donc il leur arrive peu de choses en fait, sauf de prendre le risque d'être tués par d'autres, puisque la concurrence est considérable sur les points de deal. Sachant que les points de deal, c'est une des formes de la vente, il y en a beaucoup d'autres évidemment. C'est une industrie qui a toute une série de réseaux et qui peut faire de la grande surface, du détail, de l'épicerie de campagne, etc., et qui peut tout faire. Mais donc ces jeunes, avant effectivement été recrutés dans le réseau local, recrutés dans le quartier, etc. C'est plus aujourd'hui le cas du tout. Ils se recrutent sur Internet pour la plupart. Ils s'offrent et on en voit. On arrête des jeunes qui viennent de l'autre bout de la France, qui ont pris le train pour faire pendant un mois le chouf dans telle cité, qui connaissent pas, qui retournent ailleurs après, etc. Donc c'est l'argent qui les appâte. Il y a aussi une question d'image. Non, c'est l'argent parce que c'est quand même un argent facile. Si vous gagnez 100 € par jour, pour un gamin de 15 ans, c'est beaucoup d'argent. Et ça, ils peuvent le faire nulle part ailleurs. Et en plus, c'est quand même des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes pour beaucoup, par leur famille, par les institutions, par l'école, il faut bien le dire, parce que moi, la déscolarisation précoce, c'est-à-dire avant 16 ans, je trouve pas ça normal dans notre école républicaine. Je le dis ici parce que je l'ai déjà dit, mais je le redis de nouveau, c'est pas normal. Ces jeunes auraient dû être pris en charge. Je veux pas dire qu'on aurait évité tous les crimes, mais en tout cas, ils sont beaucoup trop nombreux à être aujourd'hui dans la nature. Donc voilà comment sont organisés ces recrutements de jeunes, et pourquoi les jeunes y vont, pour différentes raisons. Il y a cette image qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, parce qu'ils pensent aussi qu'ils vont grimper dans la hiérarchie du crime. Certains y arrivent d'ailleurs. Et ceux qui grimpent dans la hiérarchie du crime, ils offrent une image de gens très riches. Objectivement, ils sont très riches. Ils habitent à Dubaï, ils habitent en Espagne. Ils ont des belles voitures. Etc. Ils ont des belles voitures. Ils sortent avec de jolies filles, etc. C'est ça l'image. Florence Rouas, pourquoi les réseaux vont chercher des jeunes
6 jeunes mineurs. Oui, c'est un sujet que moi je connais assez bien pour avoir beaucoup défendu de jeunes, de mineurs dans différents types de délinquance, et pour m'occuper beaucoup de protection d'enfance. Alors je vais vous dire, le profil il est assez classique et je crois qu'il faut pointer du doigt. La société a aussi beaucoup de responsabilités. Voilà. Alors déjà, c'est la plupart du temps, ce sont des enfants issus de familles monoparentales. Ce que je dis souvent, c'est que toutes les familles monoparentales n'engendrent pas de la délinquance, mais la plupart des délinquants sont de familles monoparentales. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des jeunes, finalement, qui vont chercher, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, dans ce type d'activité, une reconnaissance sociale, une reconnaissance identitaire, parce qu'il y a aussi un groupe, il y a l'appartenance à un groupe, et puis aussi la possibilité de l'ascenseur social qui n'existe plus. Et là, il faut vraiment que on va rentrer bientôt en campagne électorale. Alors moi, j'ai envie de dire au prochain président de la République, c'est bien de dire la DZ Mafia, le trafic de stupes, les usagers sont à l'origine, et j'en passe et des meilleurs. Mais écoutez, il y a un moment où alors quand ils vont tout casser après un match de foot, etc. Mais moi, je voudrais quand même qu'il y ait une commission qui se réunisse et qui dise bon, qu'est-ce qui se passe dans ce pays et qui fait que cette jeunesse, cette jeunesse, en tout cas une partie, parce que vous disiez, monsieur, le nombre est quand même hallucinant, finalement ne trouve d'avenir que dans la délinquance et dans la très grande délinquance, la très grande criminalité, où les options sont finalement, et l'alternative est assez simple. Alors soit ils s'enrichissent, et encore ponctuellement et jusqu'à quand, soit ils y trouvent en fait la mort, parce que finalement c'est un peu ça aussi qui peut les attendre à un moment donné, qu'ils soient petits délinquants ou après par la suite soi-disant grand chef indien. Alors qu'en réalité, si on remettait peut-être en place l'ascenseur social, si on donnait d'autres possibilités que de vivre dans des ghettos avec une école qui est défaillante, non pas parce que les enseignants sont nuls, mais parce qu'aussi on leur donne peut-être plus tout à fait les mêmes moyens qu'avant, si on réfléchissait à tous ces sujets-là, qui sont pas des sujets, si vous voulez, d'utopie, idéaliste, d'excuses, etc. C'est pas ça, moi. Je veux dire, je dis pas, je donne des excuses à personne et je vous assure que je suis très réaliste sur certains sujets. C'est pas ça. Mais simplement, c'est vrai que quand vous lisez le bouquin qui est sorti par le prix Nobel d'économie Philippe Aghion, qu'il a écrit notamment avec Eli Cohen et un troisième dont je ne me souviens plus du nom, il pointe du doigt la question de l'ascenseur social qui est totalement à l'arrêt en France, de l'éducation nationale, non pas, encore une fois, je mets pas la faute sur les profs, mais qui est vraiment défaillante et qui fait que ces jeunes, vous le disiez, ils ont même plus le brevet parce que quoi, qu'est-ce qu'on leur propose, soudeur, etc., etc. Et une fois que voilà, il n'y a pas de finalement, il n'y a pas d'avenir. Et moi, je leur posais la question à l'époque. Je leur disais, mais attendez, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors, vous savez, à l'époque, c'était... Assez jeune. Assez jeune. Ouais. Alors, certains, vous savez, ils se réveillent quand on leur dit ça, comme si tout d'un coup, vous savez, on leur parlait d'un autre monde, d'une autre possibilité, et qu'on enlevait cette espèce de plafond de verre qu'ils ont intégré, et de côté déterminisme. Vous voyez, le déterminisme social. Ça, c'est pas possible. C'est ça qui fait aussi qu'il y ait une des raisons. Jean-Pierre Colombiat, sur le profil de ces jeunes. Écoutez, il n'y a pas un vecteur de réflexion, il y en a plusieurs, c'est très polymorphe. Vous voyez les images que vous montrez là, en ce moment, on y voit quoi? Des CRS ou des gendarmes mobiles. C'est la seule réponse qu'a l'État en ce moment pour répondre à des problématiques de deal dans les quartiers. Sauf que c'est pas comme ça qu'on lutte contre le trafic de stupes. Effectivement, le trafic de stupes, les organisations criminelles sont devenues des entreprises au sein desquelles il y a une promotion interne. On peut effectivement gravir les échelons si entre-temps on n'est pas flingué par la concurrence ou par, le système disciplinaire interne. Mais notre système social génère ça. Je veux dire, ce que nous voyons là, c'est cette jeunesse qui est livrée au trafic, est générée par un système global qui le favorise. Vous montriez le rappeur, Jul. Enfin, je suis désolé, excusez-moi, en matière de référence et d'exemple, on avait quand même trouvé mieux. Son casier judiciaire est bien rempli. Et nous vivons dans une époque où nous valorisons ce type de personnalité très transgressive. Comment voulez-vous que des gamins qui voient ça sur leurs petites lunettes vers le monde extérieur, qui voient que des parlementaires sniffent de la coke, qui voient que finalement il y a une grande tolérance quant à la consommation et à l'hyper-performance liée à la consommation de stupes, ne trouvent pas finalement naturel d'aller vendre des sachets, des pochons de stupes. Enfin, à un moment donné, il faut réfléchir, comme j'ai dit tout à l'heure, écarter la focale et se dire que le système mondialiste ultra-performatif et ultra-individualiste, eh bien, conduit naturellement des paumés de cité à se lancer dans le trafic. Et sachez une chose, c'est que le constat
le diagnostic, il existe et il sert à quoi? À caler les tables dans les ministères. Et je salue Frédéric Ploquin qui nous rejoint. Merci beaucoup d'être avec nous, Frédéric. Vous êtes spécialiste du grand banditisme, l'auteur de l'ouvrage Les narcos français brisent l'omerta. D'abord, peut-être cette première réaction sur l'arrestation de Mehdi Laribi. Est-ce que ça peut fragiliser la DZ Mafia et dans quelle mesure? Pas que ça fragilise la DZ Mafia à moyen terme. Je n'en suis pas convaincu. Si vous voulez, la DZ Mafia aujourd'hui, c'est quoi? C'est une nébuleuse, c'est une marque de fabrique, c'est une espèce de franchise qui se propage sur tout le territoire. Il n'y a pas vraiment de grands chefs, de patrons affirmés, reconnus, etc. Les chefs, on va dire que c'est pas. Il faut pas imaginer ça comme la mafia italienne, mais pas du tout. Je veux dire, ce sont eux qui ont décidé de s'appeler mafia. Oui. Et c'est un terme totalement usurpé parce qu'il ne ressemble en rien à une mafia. C'est un gang protéiforme, sans véritable chef, avec des patrons qui essayent plus ou moins de commander depuis leur cellule de prison, et des petits jeunes, la nouvelle génération, qui en gros se mettent en rupture par rapport à ces boss qui n'ont même pas 30 ans et qui dit maintenant c'est nous, etc. Donc l'arrestation, à proprement parler, de Mehdi Laribi, alias Tic, en Algérie, pour moi, c'est d'abord une victoire diplomatique, plus que policière et judiciaire. C'est-à-dire que ça signifie, c'est un signe, c'est le signe, en gros, qu'on sort de l'espèce de période de glaciation dans laquelle on était entré concernant les relations entre la France et l'Algérie. Et ça se traduit par ce, entre guillemets, cadeau, parce que de la part des Algériens, il faut le savoir, il n'y a jamais vraiment de cadeau, il y aura certainement un retour, un échange, etc. Mais en gros, le gouvernement algérien a décidé, après plusieurs années, ça fait quand même plusieurs années que Mehdi Laribi était en cavale en Algérie. Je pense que la police algérienne est assez bonne pour l'avoir localisé et détecté depuis extrêmement longtemps. Simplement, voilà, il n'y avait plus de coopération policière. Tout d'un coup, on arrive à renouer. Gérald Darmanin est allé en Algérie, Laurent Nunez est allé il n'y a pas longtemps. Des desiderata ont été formulés. Il y avait une liste de courses. Évidemment, la première en tête de ces listes de courses, c'était l'arrestation de Mehdi Laribi. Maintenant, qui est Mehdi Laribi? C'est aujourd'hui, personne ne sait vraiment dans quelle mesure il tirait encore les ficelles. Je pense que s'il tirait vraiment les ficelles de cette DZ Mafia, il aurait eu suffisamment de moyens pour rester en cavale plus longtemps en Algérie, pour soudoyer qu'il fallait soudoyer, etc., pour passer entre les mailles du filet. Je pense que, en fait, cette arrestation, comme je disais, d'abord, succès diplomatique et énorme symbole, parce que, effectivement, là, on peut lui reconnaître ça, mais Mehdi Laribi est on va dire, le fondateur, le créateur, celui qui a lancé la DZ Mafia, celui qui a imprimé surtout ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une espèce de nébuleuse ultra-violente. Lui, en la matière, Mehdi Laribi, qui a grandi à Marseille, qui a eu ses premiers points de deal dans le quartier de Bassins, quartier nord, lui, il s'est fait connaître à l'âge de 20 ans, parce qu'il a été à l'époque poursuivi, accusé par la justice, traduit en justice et condamné d'ailleurs, pour l'assassinat très spectaculaire, volontairement spectaculaire, de trois jeunes de 20 ans qui le dérangeaient, du même âge que lui, donc il le dérangeait alors qu'il essayait de conquérir d'autres quartiers à Marseille. Donc il a pris 10 ans de prison. Il avait 21 ans. Au policier, à l'époque, je me souviens très bien, j'avais regardé les procès-verbaux de ses auditions. Il disait « Moi, je suis pas Pablo Escobar, je suis qu'un simple petit vendeur de shit, etc. » Toujours est-il qu'il a été condamné à 10 ans et que donc, il a imprimé cette espèce ce qu'on appelle cet assassinat, on appelle ça à Marseille, en fait, des barbecues. C'est-à-dire que non seulement on tue les concurrents, mais en plus, on met en scène leur mort et on ne rend aux familles que des cendres. C'est là où il a imprimé, quand je dis il a imprimé sa patte, sa marque. Et ensuite, je finis juste sur son parcours très vite, parce que effectivement, je pourrais vous écrire un livre là-dessus. Mais ensuite, il fait 10 ans de prison, il sort, il a 10 ans de plus, il reprend son petit terrain à Bassins et il dit maintenant je vais aller conquérir encore une fois, je vais aller à la conquête de Marseille. Et là se déclenche quand même cette fameuse guerre dont il est vraiment on va dire celui qui met le feu aux poudres, on va dire, cette fameuse guerre qui va se traduire quand même
par une trentaine de cadavres et qui va se traduire au final par l'intronisation de la DZ Mafia comme la structure dominante sur Marseille au détriment, je le rappelle, du clan Yoda qui dirigeait à l'époque un point de deal dans le quartier voisin de la Paternelle qui était très 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 rentable et que Mehdi Laribi convoitait. Alors, Guillaume, je vais vous prendre avec moi. On va parler de l'extension de la DZ Mafia. Frédéric nous le disait, tout a commencé d'abord à Marseille. Oui, à l'origine, c'est dans les quartiers nord de Marseille, il y a quelques années, que la DZ Mafia a connu son essor. Et petit à petit, effectivement, elle a pris le contrôle de points de deal marseillais, au prix notamment d'une lutte sanglante, on l'évoquait à l'instant, contre le réseau Yoda, lutte qui a fait des dizaines de morts. Et ensuite, elle s'est étendue à d'autres villes de province. Exactement, l'influence et le réseau de la DZ Mafia s'est étendu bien au-delà de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Dans ces villes que l'on voit en rouge sur la carte, on peut citer notamment Nice, Montpellier, Lyon, Clermont-Ferrand, Dijon ou encore Nantes. Dans toutes ces villes, la DZ Mafia est désormais très implantée dans l'organisation et la gestion du trafic de drogue. Mais elle a aussi une influence dans d'autres villes. Oui, parce qu'il faut toujours, pour ces trafiquants, étendre le marché, accentuer les profits. Dans d'autres villes, les trafiquants de la DZ cherchent à s'implanter, étendre leur business. C'est le cas notamment dans ces villes qui apparaissent ici en orange. On peut citer Valence, Avignon, Grenoble, même jusqu'en région parisienne également. L'influence de la DZ Mafia est constatée. Merci beaucoup Guillaume. Un petit peu peut-être, est-ce que la DZ Mafia est aussi à l'étranger ? Oui, parce que ce qu'on cite là, les villes que l'on vous montre, c'est pour l'Hexagone, mais l'influence de la DZ Mafia vient également au-delà de nos frontières. Ces trafiquants agissent aussi à l'étranger, en Belgique notamment, à Bruxelles, pour du trafic de cocaïne ou du trafic d'armes d'après les enquêteurs. Merci beaucoup Guillaume. Qu'est-ce qui a fait peut-être Fabrice que le réseau s'est étendu de cette manière-là ? C'est un marché extrêmement concurrentiel, notamment la cocaïne, qui aujourd'hui rapporte plus que les autres drogues, même si on continue à consommer majoritairement du cannabis. Faut bien rappeler ça. C'est la drogue de loin la plus consommée, mais la cocaïne rapporte plus. Et donc, ces réseaux criminels qui étaient beaucoup spécialisés dans le cannabis, il y a 20 ans, 15 ans, se sont jetés sur la cocaïne. C'est un marché très concurrentiel. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est en réalité, vous avez des réseaux criminels, des gangs qui sont dans les villes dont vous avez parlé là, et qui se trouvent en difficulté. Par exemple, quelqu'un sort de prison, veut récupérer son business. Mais son business, il est pris trop tard. Alors, il va appeler quelqu'un qu'il connaît à Marseille, et il va dire « Aide-moi à reprendre mon business. Toi, je sais que tu as des kalachnikovs, moi j'en ai pas. Toi, t'as 5 gars, moi j'en ai que 3. » Et ce qui va un peu encore plus jouer, c'est qu'on va faire appel à la DZ Mafia à cause de sa réputation. Sa réputation extrêmement violente. C'est souvent comme ça que ça se passe. Il n'y a pas toujours de volonté expansionniste au départ. Ou alors, vous pouvez avoir des problèmes de trésorerie. Parce que ça reste une entreprise. Avec les saisies, avec les deals qu'on fait avec l'étranger, à un moment, il nous faut de l'argent, il nous en manque pour remonter sur un gros deal. Alors on va voir où il y a une cible, où on peut aller chercher de l'argent. On dit, si on met la main sur le quartier populaire d'Alès, si on met la main sur le quartier populaire de Nice, à Pisevin, eh bien, dans 3 mois, on a 250 000 euros. Alors, on a 250 000 euros, ça nous permet de remettre au pot pour un tour de cocaïne à plusieurs. Je me permets, vous montrer en boucle tout à l'heure des images de tentatives d'assassinat qui a conduit à un meurtre. Je pense que c'est précisément en rapport à ce que vous me dites, c'est les images de Nîmes, il me semble. Vraiment, vous voyez une tentative d'aller prendre le quartier populaire de Nîmes avec une alliance sur place, etc. Juste, on voit ces images en boucle et on voit toujours l'assassin avec la Kalachnikov. Je voudrais dire que ce jour-là, ils se sont trompés. Ils ont visé quelqu'un qui n'était pas du tout la cible, qui n'est pas mort, la personne qui n'était pas visée. Par contre, le gamin de 10 ans, Fayed, lui, est mort. Et on va bientôt commémorer, pardonnez-moi le mot, l'anniversaire de sa mort. Je crois le 23 août ou quelque chose comme ça. Ça serait bien qu'on soit beaucoup plus, parfois, dans le récit des personnes qui décèdent, et en particulier celles qui n'ont rien demandé. Alors, on va pas commémorer les gangsters qui s'entretuent entre eux, même si
Même si, en Italie, le fait de parler de ces victimes-là a fait réduire aussi le nombre de personnes qui s'entretuent. Parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres dans le même temps. Tout à fait. Et vous parliez de Bruxelles, je n'ai pas perdu le fil de l'expansion. Ouais. Il y a des victimes innocentes à Bruxelles. Alors je pense qu'il n'y a pas de décès, il n'y a que des blessés. Mais enfin, ils sont quand même arrivés à tirer en place publique à la Kalachnikov. Voilà. Et il y a d'autres profils. Ça serait vraiment important d'incarner la lutte contre ces phénomènes extrêmement pernicieux en parlant des victimes innocentes. Jean-Pierre Colombias. Si vous le permettez, tout ce dont on parle là, a un point commun. Bruxelles, la France, on pourrait même parler de l'Espagne aussi et des Pays-Bas. Il y a un point commun à tout ça. C'est le désengagement de l'État. On peut tourner, virer autant qu'on veut. Ces quartiers dont on parle, la Paternelle, ça je connais très bien. J'ai grandi dans les quartiers nord. Je les connais très bien, ces quartiers. J'ai grandi, d'accord ? Il n'y a pas un flic là-dedans. Il n'y a pas un représentant de l'État dans ces secteurs-là. Ils ne savent même pas à quoi ça correspond. Donc, la nature a horreur du vide. On a retiré l'État de ces secteurs-là. Donc ne soyons pas surpris, ne faisons pas semblant de découvrir que tout à coup, des gangs, des criminels aient pris la main là-dessus. Parce que il n'y a plus de structure, même de travail, de société, de valeurs, vous comprenez ? Ce ne sont pas des zones de non-droit. Ça a été la Doxa a répandu ça pendant des années. C'est des zones de non-droit. C'est pas vrai. C'était remplacé par un autre droit. C'est des zones d'un autre droit. Bien sûr. D'une autre société, d'une contre-société. Et les gangs l'ont très bien compris. C'est la raison pour laquelle ils organisent des camps de vacances, une aide sociale interne. Alors, je voudrais qu'on écoute à présent le général Sylvain Noyau, qui est à la tête de la gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui nous dit tous les territoires est concerné, y compris les campagnes. On constate aujourd'hui que c'est l'ensemble du territoire national qui est touché. Les zones urbaines qui sont sous l'influence directe des grandes villes, mais également des territoires qui sont des territoires plus ruraux. Je pense au Gers, avec une augmentation de 100% en 6 ans des mises en cause dans les trafics de produits stupéfiants. Je pense à des départements comme la Mayenne, la Lozère, la Corrèze. Michel Auboin, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun territoire en France qui est épargné ? Non, il y a des consommateurs partout. Alors pas le même type de produit. Moi, j'ai conduit une mission au nord de Paris en pleine campagne où les consommateurs consommaient du crack, donc un sous-produit de la cocaïne, qui fait d'ailleurs des dégâts considérables chez les jeunes. Donc non, il y a des consommateurs partout. Effectivement, la cocaïne est en voie de remplacer le cannabis dans la consommation. On estime quand même qu'il y a 1,2 million de Français qui sont consommateurs réguliers de cocaïne et plus de 3,5 millions qui en ont déjà consommé. Donc c'est quand même un phénomène très large et dans tous les milieux. Et dans tous les milieux. Et parmi les personnes les plus démunies, il y a des consommateurs de crack que vous trouvez aussi chez les migrants, par exemple à Paris, etc. Donc ça concerne tout le monde. Ce qui fait d'ailleurs le chiffre d'affaires global, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la cocaïne, le chiffre d'affaires global estimé par les autorités françaises, c'est 3,5 milliards. 3,5 milliards, c'est beaucoup plus que le chiffre d'affaires de grandes entreprises françaises. Il faut comprendre ça. C'est tant qu'on n'a pas compris l'ampleur du sujet, on ne comprend pas du tout de quoi on veut parler. Et donc, c'est non seulement ça emploie des dizaines de milliers d'employés d'une certaine façon, mais ça produit aussi des bénéfices qui sont considérables. On estime qu'à peu près 50 tonnes de cocaïne pénètrent chaque année en France. On en attrape, nous, les autorités publiques, à peu près la moitié. Ce qui est beaucoup déjà. C'est optimiste. C'est les chiffres officiels. Mais même s'il reste que 25 tonnes à 65 € le gramme, ça vous fait des bénéfices qui sont absolument considérables. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la cocaïne, c'est une activité marchande et commerciale. La seule différence avec le commerce, c'est qu'il n'y a pas la morale. Il n'y a aucune morale, il n'y a aucune régulation, et que dans le rapport de force qui s'établit est fondé sur la peur, et en fait, celui qui gagne, c'est le plus cruel. D'où d'ailleurs les barbecues marseillais qui est absolument terrible comme mode de gestion, comme le jambisage ou la jambisation qui fait que les jeunes dealers qui sont pas assez efficaces, on leur tire dans les genoux ou on leur perce le genou à coups de perceuse à mèche de béton, juste pour montrer que tout ça est fondé sur la cruauté, quoi. Et donc la cruauté, ça fait mal. J'ajoute juste quelque chose, c'est que il faut d'une certaine façon, et ça peut paraître étrange,
se réjouir de la visibilité que donne la DZ Mafia à cette affaire, parce que je crois que nous, globalement, et nos concitoyens n'ont pas forcément compris ce qui était en train de se jouer depuis 30 ans, parce que ça fait très longtemps que tout ça existe. Et là, d'un seul coup, en donnant cette marque, parce qu'on va être une marque, DZ Mafia, en affirmant cette marque, en utilisant des codes qu'ils ont repris d'ailleurs aux autonomistes corses, vous avez vu dans leur prise de parole, ils ont donné une visibilité à cette industrie énorme qui est l'industrie de la cocaïne. Moi, je parle que de la cocaïne parce que c'est vraiment le cœur du problème. Oui. Et c'est tant mieux parce qu'on va peut-être avoir enfin une réponse publique adaptée à la menace. Frédéric Ploquin, on a vu la carte de l'extension. Est-ce qu'il y a des villes plus particulièrement en dehors de Marseille, en dehors peut-être de Paris, mais qui sont plus en proie au narcotrafic en France? Écoutez, il y a rien de plus répandu et de plus démocratique aujourd'hui en France que la cocaïne. Elle circule absolument partout, jusque dans les petites villes, les villes moyennes, les campagnes. Les trafiquants de stupéfiants, et là je parle pas que de la DZ Mafia. La DZ Mafia, c'est vraiment une toute petite partie de cette machine de guerre, qui est en fait constituée de multitudes de petites organisations avec à la tête des véritables cartels aux dimensions internationales, souvent implantés à l'étranger, dans lesquels les mafias italiennes, albanaises, notamment, ont une place prépondérante. Donc effectivement, la cocaïne, c'est leur produit phare, ça coûte absolument rien à produire. Une fois qu'on a payé les policiers, les douaniers dans les pays exportateurs et qu'on a soudoyé un certain nombre de personnes dans les pays importateurs, donc on réussit à passer sous les radars, mais bon, ça arrive aussi. Mais il y a aussi cette enveloppe corruption, on va dire, qui fait des ravages absolument colossaux. Une fois qu'on a fait ça, en réalité, il n'y a aucun produit sur le territoire dont la marge de bénéfice, la marge bénéficiaire est aussi importante. Aucun. Il n'y a aucun produit qui a atteint autant de couches sociales et de consommateurs que la cocaïne. Je veux dire, au départ, si on remonte, moi je suis cette trafic de stupéfiants depuis près de 40 ans maintenant. Il y a 40 ans, la cocaïne, vous vous en souvenez peut-être, pour les plus anciens, c'était vraiment, je veux dire, quelques consommateurs, Happy Few, ça faisait rigoler, c'était les stars du showbiz, c'était les médias, la presse, la publicité, c'était ces milieux-là. Aujourd'hui, c'est le pompiste, si je vois une pompette, le pompiste, s'il doit travailler, le marin-pêcheur, l'agriculteur, ce sont tous les métiers en tension, les métiers de la restauration, etc., qui sont touchés. Ça fait des ravages considérables parce que c'est absolument pas un produit, c'est un produit dangereux. Il faut le rappeler aux consommateurs, c'est pas un produit écolo du tout. C'est même un produit dans lequel qui est constitué d'un paquet de toxines, de trucs extrêmement toxiques. Donc, je dis ça, je le rappelle, parce que je pense que l'État ne communique pas assez justement sur la dangerosité réelle de ce produit. Le fait qu'il contienne un certain nombre de produits absolument terrifiants pour le cerveau et pour les cloisons nasales notamment. Il faut le rappeler aux jeunes aujourd'hui qui croient qu'un style de cocaïne va les rendre performants, intelligent, plus rapide, etc. Ça a vraiment ses limites. Donc là-dessus, effectivement, c'est pain béni tout cela pour des organisations, entre guillemets, organisations comme la DZ Mafia. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est plutôt une espèce de nébuleuse comme ça qui métastase sur tout le territoire, avec des gens dans plein d'endroits qui se revendiquent de cette étiquette parce que ça fait peur. Et que aujourd'hui, c'est par la terreur effectivement qu'on tient le marché de la drogue. Ouais, merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Colombias, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais rajouter quelque chose parce que ça a été évoqué très légèrement, trop légèrement, mais ça conduit aussi à un autre phénomène qui nous pose un vrai problème et non des moindres, c'est la corruption. Et pas simplement la corruption des âmes, mais la corruption politique, parlons clair. C'est que quand vous avez tellement d'argent qui se répand dans les quartiers que vous pouvez difficilement ne pas imaginer qu'il peut y avoir une corrélation entre certaines campagnes électorales et les gangs. À un moment donné, il faut arrêter de considérer que ça n'existe qu'en Italie, qu'avec Cosa Nostra, la Camorra, Ndrangheta, enfin bref, ça c'est le roman, ça c'est des films, ça c'est le parrain. D'accord ? Mais il y a aussi ce problème-là en France.
Quand vous avez des hautes personnalités de premier rang qui reconnaissent médiatiquement que finalement ils ont sniffé un petit rail parce que c'était sympathique de faire ça dans une soirée un peu débridée, je m'excuse, mais il y a un vrai problème, un vrai souci. Oui. On va pas être naïf. Vous n'allez pas mettre sur le même plan. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été corrompus par la drogue. Non, mais moi je peux parler d'autre chose. Je peux vous assurer qu'il y a des villes, d'accord. Non, vous pouvez pas le mettre sur le même plan. C'est pas pareil. Si je peux juste finir. Vous pouvez pas. Ouais, mais non, faut pas dire des contre-vérités comme ça. C'est terrible. Qu'est-ce qui est terrible de le dire? Mais les addictions, c'est un problème de santé publique. Alors ça, justement, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Vous pouvez pas mettre sur la même. Alors attendez, l'un après l'autre. Par la drogue et une addiction. Enfin, s'il vous plaît. Merci. Non, mais il n'y a pas 3 millions de personnes qui aident la désinformation. Effectivement, un autre truc qui n'a pas été dit, je trouve ça dommage, et ça je l'ai répété 1001 fois, y compris sur ce plateau-là, pas de ministre de la Santé dans les réunions de concertation interministérielle. La justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, je ne sais pas où il est. Et très peu. Alors qu'on parle sans arrêt de problème d'addiction, on est bien d'accord. On parle qu'il y a un problème de dépendance à minima psychologique dans le fait de consommer des produits stupéfiants. Concernant les accointances politiques, je suis navré, si ça vous déplaît, c'est pas grave. Il y a des villes où si vous n'avez pas de rapport particulier avec les gangs locaux, il vous sera très compliqué d'être maire. Alors, je ne dirais pas plus. Michel Auboin, votre point de vue sur ce point-là. Je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est quand même très outré, parce que ça laisserait planer sur la démocratie locale en particulier. Franchement, si vous connaissez des cas, et puis, enfin, moi je n'en connais aucun, pardon, et je connaissais bien la vie politique française. Non, je crois on n'est pas encore là. Il y a des corruptions, et il y a eu des procès d'ailleurs, pour des agents du ministère de la Justice, par exemple, il y a un procès en cours, etc. Donc il y a des corruptions, c'est vrai, des corruptions locales, mais pas. Je dis pas que il y a pas. Je dis pas qu'à un certain moment la corruption n'est pas une menace globale pour la société française et pour les sociétés européennes en général. Je suis d'accord avec vous, comme ça l'est déjà d'ailleurs en partie en Belgique et aux Pays-Bas. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je crois qu'il faut faire attention à pas diffuser cette idée. C'est pas le cas. Ou alors il faut dire exactement qui, parce que là vous prenez un risque énorme. Je prends pas un risque. Soit vous avez un exemple concret. Il y a un ouvrage qui est passionnant qui s'appelle La Fabrique du monstre, qui vous expliquera. Oui, mais justement dans La Fabrique du monstre, il n'en parle pas. Voilà. On va clôturer. On va clôturer cette discussion. J'aimerais qu'on écoute les habitants des quartiers qui subissent aussi ce narcotrafic et qui vivent dans la peur. Écoutez, c'est à Nantes, dans un quartier. On a peur de rentrer, quoi. On dit on est en train de les déranger. On est chez nous, mais on les dérange. Et dès qu'il y a un bruit, ça y est. Vous vous cachez dès que je me cache. Ah oui. Je suis dans mon canapé ou l'autre jour j'ai couru dans le couloir. C'est pas une vie. Vous avez peur? Ah oui, j'ai peur. Je veux partir. Les gens savent qu'ici c'est un deal. Et ils viennent de l'extérieur pour acheter de la drogue. Moi, ça fait 10 ans que j'habite ici. C'était calme, c'était très calme. Il n'y avait pas de trafic, des narcotrafics. Il y a ça aussi, Florence Fouas, ces habitants qui vivent dans ces quartiers et qui souvent n'ont pas les moyens de déménager et de vivre ailleurs. Oui, c'est terrible parce qu'en fait, finalement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il me semble qu'il y a tout un maillage social. Je comprends un peu ce que dit Jean-Pierre Colombiès. Peut-être que c'est pas de la corruption à proprement parler, encore moi je ne sais rien, mais il y a peut-être aussi des municipalités ou des maires qui ont été élus grâce à des soutiens sous-jacents, tacites, implicites, de groupuscules dans certaines banlieues. Faut arrêter de se cacher la face aussi, voyez-vous, parce que je veux dire, il est vrai, sans parler de corruption active ni de corruption passive, mais en tout cas des zones d'influence où les gros trafiquants dans des grosses cités, dans des villes connues de notamment françaises, où il y a, et puis c'est pas la peine de citer des gens parce que de toute façon on ne peut pas citer des gens de facto puisque on risquerait effectivement sans avoir des preuves. Le plaisir d'avoir une action en justice. Ouais, en action en justice, et puis vous savez très bien que encore faut-il rapporter des preuves. Mais on sait tous aujourd'hui qu'il y a un maillage à la fois social, politique. Quand vous disiez, je ne sais plus lequel de vous tout à l'heure, qu'il y a effectivement des aides, des colonies, des groupes d'une action sociale. Aussi, moi j'ai des clients qui me disaient
Mais maître, vous avez le choix entre participer à du trafic de stupes ou bien adhérer à des mouvements religieux avec des imams autoproclamés, parce qu'on sait aussi qu'il y a des liens entre le trafic de stupéfiants et l'islamisme radical, ou l'islamisme, ou l'islam radical, parce que je sais que ça veut dire la même chose. Donc vous voyez, il y a un moment, faut arrêter de se mettre des caches sur les yeux et faire, vous savez, j'entends rien, je vois rien, je dis rien. Ça ne veut pas dire qu'on cite à proprement parler, parce que d'abord on n'a pas des éléments de preuve à proprement parler, puis il faut rentrer dans les détails. Et je suis sûre qu'il y a des magistrats, des parquetiers qui connaissent très très bien tous ces sujets, beaucoup mieux que nous, mais n'empêche que c'est une réalité, voilà, sociétale. Et tant qu'on rentrera pas là-dedans et qu'on démantèlera pas voilà tout cela, eh bien je pense qu'on n'arrivera pas à la source du problème, dont les premières victimes sont ces jeunes, ces familles modestes, ces familles monoparentales, ces enfants qui se mettent dans des trafics catastrophiques au lieu d'aller à l'école et d'espérer dans des avenirs et dans des lendemains meilleurs. Voilà. Alors, comment mieux lutter contre le narcotrafic ? On va d'abord écouter Emmanuel Macron. C'était le 16 avril 2026. Mais je voudrais vous dire que pour moi, il y a une grande cause nationale sur ce sujet, sur laquelle on ne va rien lâcher, c'est le narcotrafic. Trafic de drogue sont un fléau qui touche maintenant la totalité du territoire. Et c'est pour moi vraiment une des priorités. Au fond, on est en train de faire comme on a fait sur la lutte contre le terrorisme. Michel Auboin, est-ce qu'on peut dire que effectivement la lutte contre le narcotrafic est devenue une priorité au même titre que la lutte contre le terrorisme ? Non. Je le dirais pas, et je le regrette un peu, parce que ça serait une priorité si on l'affichait comme tel. On a créé un parquet national, c'est très bien, de lutte contre la criminalité organisée, mais on n'a pas dit que c'était contre le trafic de drogue. Moi, j'avoue que si on faisait... Les grands pays, les États-Unis, ils ont un service spécialisé sur le sujet qui s'appelle la DEA, qui n'est affecté qu'à la question du trafic de drogue. On devrait faire ça en France quand on voit l'ampleur du sujet. C'est mon avis personnel. Or, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Donc, et vous regardez l'action de ce parquet national anti-criminalité. Pour l'instant, dans les affaires qui sont traitées, il y a assez peu d'affaires de drogue, il faut bien dire. Alors, à part l'opération Octopus qui a été conduite avec la gendarmerie, on n'a pas eu de grandes opérations qui ont été conduites. Moi, je pense qu'on n'est pas du tout au niveau. Et on n'est pas au niveau parce qu'on n'a pas réussi à capter le haut du spectre. Le problème, c'est que on a bien vu que tout le travail qui a été fait sur le terrain contre les points de deal, etc., en fait, a assez peu d'utilité, il faut bien dire. Même les gens de la DZ Mafia, ils sont des intermédiaires de donneurs d'ordre qui sont plus élevés qu'eux, parce que je pense pas qu'ils aient une intelligence collective suffisante pour avoir des logisticiens, des financiers, etc., des comptables comme les grandes organisations criminelles. Donc je pense qu'ils sont pas seuls dans le monde, dans cette économie du crime. Moi, je pense qu'on n'a pas fait assez, et je pense que la France devrait avoir une réflexion plus importante sur les consommateurs, effectivement. D'ailleurs, je suis pas vraiment d'accord avec vous, parce que je trouve que justement, c'est trop le ministère de la Santé qui s'occupe de la drogue et pas assez le ministère de l'Intérieur. Tous les textes concernant la drogue, ce sont des textes du Code de la santé publique. Pour l'essentiel. Ils sont petit à petit... on parle peu de cette question, en fait, qui est quand même une question importante et qui touche beaucoup de Français. On en parle peu, donc je pense qu'on devrait mettre en place des services plus outillés, on est content. On a présenté cette semaine la saisie d'une voiture haut de gamme que les gendarmes utilisent. Bon, c'est gentil, ça fait de l'image. Sauf que pourquoi l'État paye pas des voitures haut de gamme ? Pourquoi on continue de se retenir sur les algorithmes qu'on pourrait mettre en place pour suivre les conversations cryptées qu'utilisent les criminels, etc., au nom de la défense des droits de l'homme et des principes généraux du droit. Bon, à un moment, il faut s'interroger. Moi, je pense qu'on va rentrer dans un phénomène de guerre par rapport à ces groupes-là, et si c'est un phénomène de guerre, il faut qu'on enclenche la guerre. Alors, vous avez parlé des consommateurs. On va écouter à ce propos le patron de la police judiciaire. On est obligé de rehausser notre dispositif de lutte et de riposte au regard d'une menace qui augmente, mais aussi parce qu'effectivement, au bout du bout de tout ça, c'est le nombre de consommateurs et le taux de consommation qui augmente. Fabrice Risoli, pour vous, quelle est la responsabilité des consommateurs ?
Oui, alors, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. Je le répète, je ne voulais pas que vous associiez le sniff individuel de quelqu'un à le financement de campagne par des narcotrafiquants. Je n'ai jamais contesté que ça pouvait ne pas exister, la deuxième chose. Donc voilà pour la précision. On avance maintenant. Mettre les choses sur le même point. Alors du coup, moi je pense qu'on n'a pas un problème de demande. On a un problème d'offre. Vous avez dit vous-même que les cartels colombiens, vous n'avez pas dit les cartels colombiens, mais moi je le dis, puisque c'est eux qui supervisent les plantations en Amérique andine, ont fait exploser depuis plus de 10 ans la production. Donc ils ont envahi le marché. Et on a déjà connu ça aux États-Unis. La vérité, c'est qu'il y a plein de gens qui se mettent à consommer de la cocaïne alors qu'ils n'en auraient pas demandé si on leur avait pas donné l'opportunité une fois. C'est toutes les enquêtes de l'Office français des drogues et des toxicomanies qui démontrent ça. On a un problème d'offre. Ce n'est absolument pas rassurant. Ça veut bien dire que quand les trafiquants nous mettent un produit entre les mains, la plupart du temps, il y a une augmentation de la consommation. Ensuite, il y a des causes à la consommation, en particulier de stimulants. Encore que finalement, on peut prendre toutes les drogues pour penser qu'on va aller mieux. D'abord, c'est pas moi, c'est dans les rapports officiels. On travaille trop. Désolé de vous le dire, on travaille trop. Cette surcharge de travail, le numérique dans le lit, les projets qu'on doit finir le dimanche soir, conduisent certaines personnes, pas toutes, à consommer des stimulants. Et je le répète, certains n'auraient pas consommé s'ils n'avaient pas été mis en contact avec le produit. Après, chacun a la capacité de dire non quand on oui, mais c'est propose. Compliqué. Oui, non, mais j'entends. Certains seraient restés à l'alcool ou seraient passés à l'alcool en consommation forte. C'est comme ça que ça se passe. La consommation d'alcool n'est pas que le mec qui vit dans la rue. La surconsommation d'alcool est aussi due en France pour calmer ces douleurs. Elles peuvent être chacun à les siennes. Je vous rappelle le taux de personnes qui sont abusées sexuellement dans une classe primaire en France. Vous croyez que ça conduit pas les gens à consommer des produits ? Enfin, il faut faire des liens aussi. Excusez-moi, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le système... Donc ce n'est pas un problème pour moi de demande. Il y a, pour la cocaïne, c'est un problème d'offre. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Sur le lien avec le politique, je veux bien qu'on joue au jeu de « il existe ». Il arrive un moment en démocratie, quand les choses ne sont pas prouvées dans le tribunal, on a un problème. Alors moi, je vais vous donner des noms, j'ai aucun problème avec ça. Sylvie Andrieux était députée, et lorsqu'elle était au conseil régional, elle a donné des subventions clientélistes pour que les gens du quartier, ensuite, disent « il faut voter pour elle ». Elle a été condamnée définitivement pour ça, je ne risque pas. Mais on n'a pas bien perçu à qui elle donnait les subventions. On s'est focalisé sur l'élu, pour une fois, poursuivi et condamné. Très bien. Mais qui elle a vraiment aidé ? Quel type de personne elle a aidé dans les quartiers populaires ? Il aurait fallu un peu plus travailler là-dessus. Ça existe dans des livres, vous parlez de la Fabrique du Monstre, ou les livres de Pujol. Prenons la maire de Canteleu, Mélanie Boulanger, qui a été relaxée, donc je le dis publiquement. Qu'est-ce que la justice lui reprochait ? Elle lui reprochait d'avoir subi des pressions de clans qui sont dans une ville. Par exemple, il faut être extrêmement précis. Vous détournerez les caméras de vidéosurveillance là où moi ça m'arrange pas. Par exemple, où j'ai mon point de deal, où je planque ma cam. Et la deuxième pression connue, c'est si jamais une enquête de police nationale vient à Canteleu, préviens-nous. Et par le biais de personnes. Elle dit qu'elle n'a pas fait. La justice dit qu'elle n'a pas fait. La vérité, c'est que la pauvre, elle a été poursuivie pour complicité de trafic de stupéfiants. Excusez-moi, mais ça correspond pas du tout à l'infraction. C'est un montage juridique. Elle a été non seulement relaxée en première instance, et je tiens à signaler que le procureur n'a même pas fait appel. Eh bien, il existe dans le monde d'autres outils juridiques où on condamne des organisations criminelles pour appartenir à des organisations criminelles, par exemple le délit d'association mafieuse en Italie, et on arrive à condamner des complices, tenez-vous bien, pour concours externe en association mafieuse, complicité d'association mafieuse. On arrive parfois à accrocher des politiques, mais il nous faut des instruments juridiques adaptés à ce type de criminologie. Encore aujourd'hui, les politiciens, lorsqu'ils commettent des délits dits d'atteinte à la probité, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, etc., ils sont jugés seuls,
Et les gangsters, avec leurs pistolets, leurs kalachnikovs et leur trafic de drogue, sont jugés à part. Et ceci n'est pas nouveau, ce n'est pas des aides-mafias ou des... Dans le vieux banditisme français, on ne mettait pas non plus les politiciens et les gangsters en même temps dans un tribunal. Il y a des pays où on fait différemment. Alors on va écouter maintenant Guillaume Fard, notre spécialiste police-justice, sur l'enjeu de cette lutte contre le narcotrafic. Ça inquiète les pouvoirs publics, au point que le ministère de l'Intérieur a considéré que les courbes s'étaient un peu croisées et que le trafic de stupéfiants était devenu la première menace devant le terrorisme dans sa capacité à déstabiliser la société par l'hyperviolence. Michel Auboin, est-ce qu'on peut dire que c'est la première menace devant même le terrorisme ? Ça me paraît difficile de le dire parce que c'est la première menace, c'est quand même le terrorisme, clairement. D'autant que d'ailleurs, évidemment, il y a un point commun entre tout ça, c'est que c'est notre situation des quartiers. Je dis mes quartiers avec des guillemets, parce que j'ai jamais su comment les appeler. Ces quartiers dits de la politique de la ville, dans lesquels on a logé à peu près 5 à 7 millions de personnes et qui sont en situation de rupture avec le reste de la société, pour une part. Et donc, c'est ces quartiers-là qui sont le cœur d'une partie des dérives qu'on connaît. Et dedans, il y a effectivement l'islam radical, ça va de soi, et il y a aussi le narcotrafic. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Puis, il y a plein de gens très bien, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ces quartiers en eux-mêmes portent cette espèce de contre-culture qui favorise les liens entre et les associations, d'ailleurs, entre criminels. Parce que quand ils se retrouvent en prison les uns les autres, en fait, ils parlent la même langue. Hein. Ils ont les mêmes valeurs, ils parlent la même langue. Donc, ils sont pas issus forcément des mêmes quartiers, ni de la même origine, mais ils parlent la même langue. Et donc, c'est cette situation là des quartiers qui facilite. Mais le terrorisme, lui, c'est une menace qui est en partie exogène. Et on l'a vu, on va le revoir, et à mon avis, on va le revoir. Alors parfois, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a des tueurs des aides-mafias qui ont travaillé peut-être pour l'Iran, hein, parce qu'il y a cette hypothèse-là aussi. Donc tout est pas complètement disjoint, mais le terrorisme a fait des dizaines de morts, des victimes innocentes. Le narcotrafic fait des morts, des innocents, mais pas dans les mêmes proportions. Et surtout, le narcotrafic, il vise pas à déstabiliser toute la société, il vise à gagner de l'argent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Jean-Pierre Colombo. Oui, si vous le permettez, deux choses. On se paraphrase un petit peu sur les propos. D'ailleurs, quand vous parlez de performance liée au travail, cette nécessité d'être hyper performant, elle avait déjà fait pointer son nez pendant l'entre-deux-guerres avec la diffusion de produits comme la pervitine qui a été très développée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on était déjà. Donc vous savez, quand on fait semblant de découvrir un phénomène, moi ça m'agace au plus haut point. Regardez ou revoyez le film Razzia sur la Chenouf, 1956. D'accord, c'est pas d'hier. Il y a un bandeau qui s'affiche et qui déjà met en garde contre l'usage des stupes et sa propagation et sa diffusion et sur son expansion. Donc à un moment donné, moi, à chaque fois que j'entends dire on déclare la guerre aux stupes, ça m'agace profondément. Parce que ça a toujours existé. La France a fait la guerre pour que le trafic de stupes puisse se développer dans le monde avec la guerre de l'opium en 1840. Donc à un moment donné, il faut arrêter de découvrir toujours que l'eau est tiède. Ensuite, sur le financement de tous les trafics. Dans les années 80, j'ai travaillé avec le groupe auquel j'appartenais au Quai des Orfèvres, à des groupes de Libanais qui venaient vendre de l'héroïne pour financer les groupes et les milices chrétiennes du Liban. Donc c'est pas d'aujourd'hui non plus que le trafic de stupes sert à financer énormément de choses. Et puis il se diversifie, il s'adapte. Raquettes sur les racketteurs, raquettes à tous les niveaux, sur le faux, les contrefaçons, j'en passais des meilleurs. Il y a 1001 façons de blanchir l'argent, ou du moins de réinsérer, de réorienter le financement de la drogue. Mais tout ça a suivi un processus au sein d'un système socio-économique global qui le favorise. Ultramondialisme, circulation des biens et des personnes, et donc des finances. Je veux dire, tout ça, le monstre a accouché d'un monstre. Donc, quand j'entends dire que on va mener la guerre, j'entends le président... Mais comment on fait maintenant, Jean-Pierre quelles sont les priorités ? Les priorités, c'est vraiment de globaliser l'appréhension de ce système, c'est-à-dire d'arrêter de regarder ça uniquement avec une seule focale. Il faut que ce soit d'un point de vue
éducatif, santé, bien évidemment sécuritaire, bien évidemment, mais réoccuper le terrain, bon sang de bois. Je me suis élevé, comme beaucoup d'autres, sur le fait qu'on ait retiré les forces de l'ordre de ces quartiers-là. Il n'y a pas un flic dans ces quartiers. J'ai grandi dans les quartiers nord, j'y vais régulièrement, je les connais très bien. Il n'y a pas une patrouille de police dans ces quartiers. Alors, de toute façon, ils y feraient pas grand-chose, les pauvres. Hein. Et effectivement, il y a des accointances entre les trafiquants et certains représentants cultuels de ces cités. J'ai arrêté un trafiquant dont le frère était imam de la cité. Donc c'est pas une vision, je dirais, c'est pas du roman que je suis en train de vous raconter, c'est une réalité de terrain. Mais tant qu'on ne globalise pas le problème, on pourra avoir tous les discours velléitaires, musclés que vous voulez, on n'y arrivera pas. Il y a un problème de demande et d'offre, effectivement, si vous voulez, mais c'est qu'il faut appréhender le sujet dans sa globalité. Et si on veut pas qu'il y ait autant de consommation, il faut peut-être qu'il y ait un peu moins de sociétés ultra performatives et surtout ultra individualistes. Et le combat sera long. On écoute à ce sujet Emmanuel Macron. Le narcotrafic continue de progresser chaque jour et est véritablement un marché criminel qui pèse plus de 7 milliards d'euros par an et qui, on le sait, alimente la délinquance criminelle, l'alimente dans nos quartiers, dans nos territoires ultramarins et chez beaucoup de nos voisins. C'est pourquoi il ne faut absolument pas lâcher cette action. Et puis peut-être Guillaume Fard, notre analyste police-justice, qui dit tout ça, ça va prendre du temps. On l'écoute. C'est une guerre de temps long, la guerre contre le trafic de stupéfiants. Et évidemment que le ministre se réjouit d'avoir gagné une bataille. L'opération Octopus, c'est une bataille gagnée parce que ce sont plusieurs mois de travail, d'investigation longue, de planques, d'écoute téléphonique, de renseignements judiciaires. Et en plus, c'est une activité assez ingrate parce qu'elle est invisible. Voilà, et c'est un extrait du reportage que vous pourrez découvrir sur LCI et TF1 ce soir à 21h. Michel Audouin, est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire, on avance, mais bon, la tâche est tellement énorme que ça prendra du temps, et puis si on y arrive aussi. Hein. Oui, ce qu'il faut pas, c'est que ça se développe encore, quoi. C'est-à-dire que quand on examine le phénomène sur, comme l'a dit Frédéric Ploquin tout à l'heure, sur 40 ans, on voit bien que le phénomène s'est beaucoup étendu depuis 40 ans. Donc si on pouvait éviter que ça continue de se propager, on va pas l'éradiquer, hein, ça finalement personne n'y croit vraiment, mais en tout cas faire en sorte et montrer que l'État est suffisamment fort. Et d'ailleurs aux États-Unis, malgré tous les moyens mis en œuvre, ils n'ont pas éradiqué non plus le trafic de drogue. Hein. Mais parce que pour éradiquer le trafic de cocaïne, il faudrait travailler, et ce qu'ils commencent à faire d'ailleurs, sur la Colombie, sur le Pérou, sur les pays producteurs, ce qui n'est pas encore le cas. Bon. Mais en tout cas, éviter que ça continue à se propager, parce que plus ça va se propager, plus la société va être en difficulté. Mais est-ce que ça veut dire que éradiquer, c'est un combat perdu d'avance? Non, c'est pas perdu d'avance, mais c'est la question du crime et du combat contre le crime. Est-ce que là, on est dans la criminalité? Il n'y a pas d'enjeu en termes idéologiques. Il n'y a pas de culte derrière. Il y a juste l'opportunité criminelle. Et d'ailleurs, si c'était pas la cocaïne, ça serait probablement autre chose. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la cocaïne font aussi la prostitution, font aussi le trafic de migrants, etc. Donc, on a vraiment intérêt à ce que les choses n'empirent pas. Et franchement, moi je pense, mais j'ai peut-être tort, mais je pense quand même que le cœur du sujet, le cœur de cette guerre, c'est la cocaïne. Et si on voulait bien travailler sur la cocaïne et pas trop englober d'autres types de produits et puis d'autres types de criminalité, je pense qu'on pourrait marquer des points plus importants. Mais c'est bien déjà. Voilà. Alors, il faut faire attention. Simplement, moi, je pense, dans le métier qui fait le mien, au ministère de l'Intérieur, d'une certaine façon, moins on parle et plus on est efficace. Donc, évidemment, ça fait toujours plaisir de dire on a réussi un bon coup, etc. De temps en temps, c'est pas mal non plus de pas le dire, mais de faire peur à ceux qui sont en face. Florence Rouas, votre regard d'avocate, quelles doivent être les priorités pour lutter contre le narcotrafic? Beaucoup de prévention à l'égard de la jeunesse et de pédagogie sur l'usage des stupéfiants, quels qu'ils soient, y compris le cannabis, qui est un fléau, qui est un poison, qui rend les jeunes violents. Parce qu'on parle de violence qui engendre des problèmes de santé mentale très importants. Tous les pédopsychiatres alertent sur les produits actuels du cannabis, sur ce qui est ça empêche de se lever le matin, d'avoir des envies, ça
coupe le désir, l'empathie, etc. Ça rend violent. Ça peut rendre schizophrène et parfois des choses qui ne sont pas on peut pas retourner en arrière. C'est des pathologies psychiatriques très importantes. Souvent, on se pose la question, vous savez, pourquoi la société est devenue extrêmement violente. Pourquoi je pense que l'usage de drogue, et notamment du cannabis, contre lequel moi je m'insurge et je m'inscris en faux. Je pense qu'il faut absolument pas légaliser le cannabis. Il faut vraiment informer, vraiment beaucoup de cellules d'information et de pédagogie à l'égard de la jeunesse. Voilà. Fabrice Risoli, même question pour vous, les priorités. Alors j'en donnerai une sur la confiscation. Aujourd'hui en France on a une confiscation pénale qui n'était pas du tout pratiquée avant, donc on se gargarise, on saisit des millions d'avoirs, je vous ai donné les chiffres en début, pas de souci. Le problème c'est que 30% des biens saisis provisoirement sont confisqués définitivement en France. La confiscation est pénale. Tout le monde pense que c'est naturel que si la personne n'est pas condamnée pour assassinat, racket, même blanchiment ou trafic de drogue, si elle n'est pas condamnée, on ne doit pas confisquer ses biens. Eh bien, il existe un pays, l'Italie, c'est pas le seul, mais il est quand même très inventif, puisque c'est le pays de la mafia et de l'antimafia, où les personnes, même si elles ne sont pas condamnées, ou les complices, même s'ils ne sont pas accrochés pour l'assassinat, en procédure pénale, ce qui est normal, car il n'est pas question que la preuve soit légère quand on essaye d'envoyer les gens à la prison à vie, à 30 ans ou à 20 ans. Ça doit rester la charge de l'État, elle doit être très très forte, cette preuve. Oui, mais quand bien même demain les gens de la DZ Mafia seraient innocentés pour assassinat, ils pourraient en Italie perdre quand même les millions d'avoirs dont je vous ai dit qui ont été saisis. Parce que la procédure est pénalo-civile, administrative, on ne va pas se battre aujourd'hui. Donc c'est très important, c'est validé par la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ne risquent pas la prison, mais ils perdent leur patrimoine parce qu'ils n'ont pas réussi à démontrer l'origine légale de leurs biens. En Italie, on arrive à confisquer 60% des biens saisis provisoirement, contre 30% en France. C'est l'avenir de la lutte contre le crime organisé. Merci beaucoup Fabrice Risoli. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné dans l'animation de ce grand dossier. Tout de suite, c'est votre journal. Il est présenté par Brandon Warrett. Avec à la une, Brandon, le corps de la randonneuse emportée par une coulée de boue a été retrouvé sans vie. Et d'importants moyens avaient été mis en place, mobilisés en Haute-Savoie. Il s'agit d'une femme de 56 ans qui se trouvait dans le cirque du fer à cheval, à quelques centaines de mètres à peine de son camping. Après le débordement soudain d'une rivière devant son conjoint, la femme a été emportée par les eaux. Un accord est-il sur le point d'être conclu entre Téhéran et Washington au sujet du détroit d'Ormuz? L'Iran dit ce soir s'être raccordé avec Oman sur une nouvelle voie de navigation au cœur des discussions ces dernières heures. Cette nuit, Donald Trump a posé un nouvel ultimatum à Téhéran. Le président américain l'affirme, le détroit ouvrira très bientôt sous peine de frapper très fort Téhéran. Un drone équipé d'un engin explosif découvert à l'aéroport de Leipzig en Allemagne. Une découverte repérée à proximité des pistes. Hélène Bonnet, bonsoir. Journaliste internationale TF1 LCI. Est-ce qu'on en sait un peu plus, Hélène, sur cet événement ce soir ? Eh bien, ce que l'on sait, c'est que l'incident a eu lieu la nuit dernière. Donc, c'est un employé de l'aéroport de Leipzig qui a découvert ce drone à proximité d'un avion de transport ukrainien. Ce drone qui transportait des explosifs, c'est ce qu'ont confirmé les enquêteurs allemands. Le trafic a été interrompu donc pendant près de 2 heures à l'aéroport. Il a fallu des engins de déminage pour sécuriser la zone. Et puis, un second incident a eu lieu puisque un avion cargo qui décollait de cet aéroport a percuté un objet volant non identifié. C'est donc un double incident qui interpelle dans un aéroport qui sert aux forces de l'OTAN et au soutien à l'Ukraine, au soutien militaire. Et la question qui se pose, eh bien, s'agit-il d'une attaque hybride et notamment venant de la Russie? Eh bien, ça sera aux enquêteurs allemands de le déterminer. Merci beaucoup Hélène Bonnet, journaliste internationale TF1 LCI. L'actualité internationale, c'est également Londres avec une attaque en plein cœur du très touristique quartier Covent Garden, très fréquenté en ce jour du mois d'août. Une femme soupçonnée d'être à l'origine de l'agression a été interpellée. 4 hommes poignardés en plein cœur de Londres. Les forces de l'ordre évoquent un incident lié à un problème de santé mentale. Dans quelques secondes, 18h02 sur LCI. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Thomas Misraki et ses invités pour 24 heures. Très belle soirée à tous sur LCI.